Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 33, minimaliste ou silogomane? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quelques années, j'ai beaucoup réfléchi à la place que les objets occupent dans ma vie. Ce rapport n'a rien de figé, c'est-à-dire qu'il n'est pas immobile, il n'est pas définitif. Ce rapport a évolué avec le temps, presque au rythme de mes propres changements. Petite, j'avais une tendance marquée à tout garder. Je me disais toujours « on ne sait jamais, ça peut servir ». Cette petite phrase était devenue une sorte de justification universelle, surtout pour les vêtements. J'aimais énormément de choses, je me cherchais dans mon style et j'avais donc l'impression que tout méritait d'être conservé. Mériter quelque chose, ça signifie être suffisamment important ou valable pour qu'on le garde ou qu'on le fasse. Tout méritait donc d'être conservé au cas où une version future de moi-même en aurait soudain besoin. Les choses se sont compliquées lorsque j'ai commencé à fabriquer des objets moi-même. Je récupérais tout ce qui me tombait sous la main. Bouts de tissu, morceaux de bois, décorations abîmées. Je voyais du potentiel partout. À cette époque, chaque petit rien me semblait indispensable. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ma chambre se remplissait d'une quantité d'objets qui commençait à presque m'étouffer. À partir de ce moment-là, j'ai entamé une grande période de tri. Un tri, c'est le fait de choisir ce qu'on garde et ce qu'on élimine. Un processus long, progressif, qui a duré plusieurs années. Ce grand tri m'a procuré un réel bien-être. C'est un peu comme faire le ménage, un mélange de satisfaction immédiate et de soulagement durable. Ouvrir ensuite un placard rangé, vidé, respirable prolonge ce sentiment. D'une certaine manière, c'est une façon d'alléger son esprit. Parmi toutes les choses dont j'ai dû me séparer, les plus difficiles ont été les peluches. Elles ont une forme, un visage, une présence. Et pour moi, c'était compliqué d'accepter l'idée de les mettre à la poubelle. J'avais presque l'impression d'abandonner un petit être vivant. Certaines peluches sont d'ailleurs encore dans ma chambre d'enfance, précieusement conservées. Avec le temps, mon rapport aux objets est devenu plus sélectif. Aujourd'hui, pour les vêtements par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à décider ce que je garde ou non. Je me connais, je sais ce que je porte vraiment. Et puis, j'ai développé une stratégie. Lorsque j'hésite, je mets l'objet dans un coin de mon placard, hors de ma vue, c'est-à-dire dans un endroit où je ne le vois pas, où il ne m'influence pas. Si je n'y repense pas pendant plusieurs mois, c'est le signe que je peux m'en séparer sans regret. Pour les matériaux que je garde pour mes créations, j'ai aussi appris à mieux trier. Il y a ce que je garde parce qu'une idée s'impose immédiatement, ce que je garde parce qu'une inspiration flotte quelque part, et tout le reste peut partir. Je me laisse guider par une sorte d'intuition qui me dit ce qui mérite d'être conservé. Bien sûr, tous les objets n'ont pas la même valeur. Certains portent une valeur sentimentale, d'autres non. Pour moi, la distinction est simple. Un objet est sentimental s'il évoque quelque chose, s'il fait naître une émotion ou un souvenir précis. Le reste n'est que matériel. Il y a un objet pourtant dont je ne pourrais jamais me séparer, mon doudou. Un petit ours en peluche complètement usé, qui n'a plus beaucoup de poils et qui ne ressemble plus vraiment à un ours, mais auquel je suis profondément attachée. Cet attachement dépasse même parfois l'émotion. J'ai l'impression que c'est une présence presque physique. Pour cette raison, je le laisse chez mes parents, en sécurité, loin de tout risque de perte. Face aux autres personnes, j'admets être assez neutre. Je comprends les personnes qui conservent beaucoup de choses, comme les collectionneurs, et je comprends aussi les minimalistes qui gardent le strict nécessaire. Ce qui m'interroge, c'est l'extrême dans un sens comme dans l'autre.
Conserver absolument tout peut devenir un trouble, comme dans ce que l'on appelle le syndrome de Diogène. Nous en reparlerons en deuxième partie. À l'inverse, un minimalisme extrême me semble presque un peu triste. Des maisons sans objets personnels, 3 pulls dans un dressing, pourquoi pas? Mais je trouve cela un peu froid. Pour moi, s'attacher aux objets fait partie de notre humanité, et quelqu'un qui refuse complètement cet attachement me paraît parfois manquer un peu de chaleur. Si je devais résumer mon rapport aux objets aujourd'hui, je dirais que je suis une attachée pragmatique. J'aime certains objets très forts, mais je sais aussi m'en détacher quand il le faut. Je garde ce qui compte vraiment, j'élimine ce qui encombre. Encombrer, c'est remplir l'espace de façon excessive, gêner, occuper trop d'espace. Et je m'écoute beaucoup dans ce processus. Les objets qui ne sont ni des ennemis, ni de simples outils. Ce sont des compagnons avec lesquels j'essaie de trouver un équilibre. Dans l'article Silogomanie, mais pourquoi je ne jette jamais rien, publié sur Pourquoi Docteur, l'auteur décrypte un comportement plus complexe qu'une simple tendance à garder des objets, la silogomanie, un trouble psychique caractérisé par une accumulation compulsive d'objets sans réellement les utiliser. Selon le psychiatre interviewé dans l'article, les personnes atteintes de silogomanie accumulent souvent des vêtements usés, des journaux, des tickets de caisse, des objets hétéroclites. Tous ces objets peuvent s'entasser au point de saturer l'espace de vie, ce qui rend l'habitat difficile à vivre. Ici, j'utilise le verbe s'entasser, qui est un synonyme de s'accumuler. C'est l'idée de choses qui s'ajoutent les unes aux autres pour former une masse. L'un des points forts de l'article, c'est l'explication du facteur d'isolement psychosocial. La personne ne reçoit plus d'invités chez elle. La peur de partager son intérieur encombré devient un frein aux relations. Le mot frein désigne une chose qui empêche complètement ou qui empêche le fonctionnement normal. Ce comportement peut donc être un facteur qui empêche la personne d'avoir des relations sociales normales. L'article attire aussi l'attention sur la distinction entre un simple attachement émotionnel à certains objets et un comportement pathologique. La silogomanie n'est pas à confondre avec le collectionnisme ou le sentiment de nostalgie. En effet, le psychiatre explique que la silogomanie se pose comme une véritable obligation psychique. Certaines personnes se sentent contraintes de garder les objets et le fait de jeter provoque de l'angoisse, voire de la souffrance. Toujours selon l'article, cette tendance à accumuler peut devenir quasi vitale pour certaines personnes. L'objet ne représente plus seulement un souvenir, mais l'existence même de celui qui l'accumule. Ce n'est donc pas juste une question de valeur sentimentale, il y a une dimension d'existence, un sentiment que ce que je suis passe par ces objets. Et là arrive la mention du syndrome de Diogène, qui est présenté comme une forme extrême de silogomanie. Dans les cas les plus graves, la personne ne jette plus ses déchets, néglige son hygiène et vit dans des conditions insalubres. Le syndrome de Diogène va donc bien au-delà du désordre, il touche à la salubrité, c'est-à-dire à l'aspect sain de l'environnement de la personne, mais aussi à sa santé mentale et à l'isolation sociale. Mais pourquoi certaines personnes développent-elles cette compulsion ? L'article avance plusieurs pistes. Un impératif de conservation profondément ancré comme un réflexe primitif pour se sentir vivant. Parfois, la peur de manquer d'objets, mais plus profondément de perdre une partie de soi-même, joue un rôle clé. Cela signifie qu'il a un rôle essentiel et central dans ce mécanisme. Le fait de garder des objets devient un mécanisme de sécurité psychologique. Pour aider les personnes concernées, l'article évoque des stratégies psychothérapeutiques.
Le psychiatre recommande des thérapies comportementales pour exposer la personne à l'idée de se séparer de certains objets progressivement. L'idée n'est pas de tout jeter d'un coup, mais de faire un travail étape par étape. Se débarrasser d'abord des objets jugés les plus jetables, puis avec le temps réévaluer la valeur des autres. Cela peut aider à réduire la peur et à restaurer une relation plus saine avec les objets. L'article souligne également la nécessité d'une prise de conscience, comprendre les raisons de l'attachement, reconnaître que garder tout signifie quelque chose et veut peut-être dire que nous avons un problème. C'est un travail mental, émotionnel et symbolique. En d'autres termes, désencombrer, c'est parfois aussi se désencombrer soi-même. Pour terminer cet épisode, je vous propose comme d'habitude de revoir ensemble quelques mots et expressions importants que nous avons rencontrés dans les 2 premières parties. Commençons avec figé. Quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui ne bouge plus, qui ne change plus. Le verbe mériter ensuite. Mériter quelque chose, c'est être digne de l'obtenir, avoir une raison légitime de l'avoir. Par exemple, un objet peut mériter d'être gardé si on lui trouve une vraie utilité ou une valeur sentimentale. On a aussi utilisé le mot tri. Faire un tri, c'est sélectionner, choisir ce que l'on garde et ce que l'on jette. L'expression hors de la vue signifie dans un endroit où l'on ne peut pas voir quelque chose. Le verbe encombrer veut dire prendre trop de place, physiquement ou mentalement. Un espace encombré est un espace rempli d'objets au point de devenir difficile à utiliser. Passons maintenant au vocabulaire de la deuxième partie. La silogomanie est un trouble psychique qui pousse une personne à accumuler des objets de manière compulsive sans pouvoir les jeter, même s'ils n'ont plus d'utilité. Le verbe s'entasser signifie s'accumuler en formant une masse. Un frein, c'est quelque chose qui bloque ou empêche une action. Dans l'épisode, on parlait d'un frein aux relations sociales. Le syndrome de Diogène désigne une forme extrême d'accumulation compulsive où la personne vit dans un environnement insalubre en négligeant son hygiène et son cadre de vie. Avoir un rôle clé, c'est jouer un rôle essentiel, central, dans un phénomène ou un mécanisme. Par exemple, la peur de manquer joue parfois un rôle clé dans la silogomanie. Enfin, une prise de conscience, c'est le moment où l'on comprend vraiment quelque chose, où l'on réalise qu'un comportement ou une situation a un sens particulier. C'est souvent la première étape du changement. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup connaître votre comportement concernant les objets. Êtes-vous plutôt minimaliste ou est-ce que vous gardez tout? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de 2 écoles de langue se trouvant sur 2 continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre,
Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.